bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce monde nouveau qui est plein de questions anciennes et d'angoisses. Il y a des réponses nouvelles, puis il y a des angoisses qui durent. On va parler de l'Union européenne qui a toujours été un chantier de guingois et le coronavirus lui donne la fièvre. C'est un défi surhumain. On va en parler avec Pierre Ménat qui publie donc le Vademecum, 10 questions sur l'Europe post-covidienne. Et puis il y a l'éternelle question, si j'ose dire, la relation entre le profane et le sacré, entre l'État et la religion, et ce n'est pas seulement une question française. L'assassinat, l'égorgement d'un professeur dans la banlieue parisienne a, il y a moins de 8 jours, replongé la France dans l'angoisse. L'islam, l'islamisme, le fondamentalisme, le radicalisme, le fanatisme. On va parler de la religion quand elle est malade. On va en parler avec Pierre Conessa qui publie donc cet essai qui est à la fois fouillé, passionnant, risqué, plein de tête à queue et de rapprochements intelligents et qui font réfléchir, avec donc ce titre provoquant, avec Dieu, on ne discute pas. On vous connaît pour votre expertise sur le terrorisme, Pierre Conessa. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment sur l'Arabie Saoudite, avec Mr Saoud et Dr Djihad, c'est le bon titre, si je me souviens bien. Vous avez écrit un petit guide du parfait djihadiste. Et là, vous vous éloignez du spectre, vous parlez pas simplement de l'islamisme, vous parlez de toutes les religions, et vous dites qu'elles sont toutes atteintes par le même mal. J'ai commencé d'abord par un petit livre qui s'appelle Le Guide du Paradis. Le livre du paradis, exact. Parce que justement, je constatais que depuis le temps que les hommes se tapent dessus pour expliquer qu'ils ont le Dieu miséricordieux, je me dis quand même, depuis le temps, il doit y avoir match nul. La seule réponse, c'est qu'il y a plusieurs dieux uniques. Et s'il y a plusieurs dieux uniques, il y a plusieurs paradis. Donc j'ai écrit un petit essai sur le thème « Comment choisir son paradis ». On peut ne pas être d'accord avec ça ? Non, pas du tout, puisque je couvre toutes les religions. Donc, si vous voulez, c'est un guide de voyage. Donc, vous choisissez la destination. Je peux vous répondre que les plus grands crimes de lutte contre l'humanité ont été commis au XXe siècle par des idéologies qui étaient parfaitement laïques, qui étaient le communisme, le nazisme. Si vous voulez, ce sera le prochain épisode. Mais là, je suis resté sur un espèce de fil conducteur qui est le rôle nouveau que joue la religion quand même dans la société contemporaine. Rappelez-vous qu'à la fin du 19e siècle, on se disait le 20e siècle sera le siècle de la paix et de développement de la science. Et Pasteur expliquait comment toutes les sociétés s'entendraient, se développeraient, etc. Or, ça a été le siècle de deux guerres mondiales, des génocides qui commencent dès 1945 et qui se terminent en 1994. Les progressistes ont eu du souci parce qu'effectivement, le progrès technique n'a pas été équivalent avec les palais de paix avec un progrès dans l'humanité. Pour revenir à cette idée qui est au cœur de votre ouvrage, à savoir que le fondamentalisme sévit partout, vous avez l'impression qu'en Europe, par exemple, il y a un regain fondamentaliste ? Non, moi j'ai eu le sentiment qu'effectivement il y a un retour du religieux, ça je crois qu'on en est tous d'accord, mais ce qui me frappe, c'est que c'est surtout le retour du religieux se traduit par la montée des radicalismes, c'est-à-dire finalement ma religion est la seule bonne et puis mon Dieu est le seul qui existe. Et c'est ce phénomène-là qui m'intéresse parce que c'est celui qui est générateur de violence. Oui. Si vous voulez, les Mormons sont des pratiquants radicaux, mais ils ne sont pas violents. Tandis que là, on a effectivement des radicalismes qui sont des radicalismes qui ont une intention violente, qui se construisent autour d'un discours victimaire, et c'est autour de ce discours victimaire qui vont justifier une violence vengeresse, puisque finalement, chose qu'on connaît avec le CCIF aujourd'hui, avec le Conseil contre l'islamophobie en France, ils construisent un discours victimaire, et puis quand il y a l'attentat et l'égorgement de ce professeur, ils disent rien. En fait, ça, c'est le livre que vous aviez écrit auparavant, qui était « Comment tuer avec... en gardant bonne conscience ou avec sa conscience sur la fabrication de l'ennemi. Mais là, c'était plus générique, si vous voulez. Je luttais contre un postulat stratégique qui veut qu'une démocratie soit pacifique et qu'une dictature soit belliciste. Bon, quand on voit l'exercice américain... Est-ce que la religion n'est pas finalement le prétexte que l'on trouve pour vider la haine que l'on porte en soi, parce que la société, la civilisation dans laquelle on est incapable de donner un sens à votre existence. Mais pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a une dynamique religieuse propre, si vous voulez, qui est un ressort politique? C'est pas le politique qui instrumentalise le religieux aujourd'hui, c'est le religieux qui instrumentalise le politique. Quand vous voyez l'arrivée de Modi en Inde, c'est pas son programme politique qu'il fait élire, c'est son programme religieux. Donc il ne faut pas renverser la problématique qui est un héritage de 68 où on disait que tout était politique. Non, il y a une dynamique religieuse et c'est celle-là qui m'a intéressé d'étudier. Ah oui, c'est la distinction que vous faites qui n'est pas forcément
si clair, parce qu'on peut se dire, après tout, que les hindous, étant aujourd'hui tourneboulés par la mondialisation, cherchent à revenir sur quelque chose qui est sûr, quelque chose qui est stable, ce en quoi ils croient, qui donne un sens à leur existence d'hindous. Oui, mais bon, on reviendra, si vous voulez, sur les caractères communs de ces radicalismes qui prennent tous leur origine avec le darwinisme. Hein. C'est-à-dire, quand il y a une théorie scientifique qui remet en question la formation de l'homme et qui prétend que l'homme descend du singe, si vous voulez, toutes les théologies se retrouvent déstabilisées par ça. Quand ça se surajoute par là-dessus le colonialisme, comme c'est le cas de l'Inde, vous avez effectivement ce durcissement identitaire. Mais quand vous voyez que dans un pays comme les États-Unis, vous avez des néo-évangéliques, que ces néo-évangéliques vont approuver la guerre de l'Irak, non pas sur des arguments stratégiques, mais sur des arguments religieux, expliquant qu'on allait rechristianiser le Moyen-Orient si on renversait Saddam Hussein, vous n'êtes pas dans le politique, vous êtes dans une catégorie bien spécifique qui est le poids des arguments théologiques dans les débats internationaux. C'est l'argument théologique, ou en tout cas c'est l'idée que le monde doit être tel qu'il le voit, tel qu'il l'espère, un monde pacifié par le christianisme. Oui, mais il y aura quelques étapes belliqueuses, si vous voulez, entre les deux. Ces fondamentalismes se caractérisent tous sur une espèce de triptyque qui est « une foi, un peuple, une terre ». Et donc, ils ont tous une géopolitique que je cite dans ce livre. Et vous vous étonnez de ces cartes qui sont parfois affichées sur le site du parti. Par exemple, le BJP, le parti indien, si vous voulez, un site dans lequel il inclut l'Afghanistan, le Pakistan et le Myanmar, en considérant que c'est ça la terre de l'hindouisme. Bon, alors vous dites qu'il y a quelques ennuis qui vont se passer dans l'avenir. Et quand vous regardez les radicaux juifs, si vous voulez, ils considèrent que on ne peut pas négocier le moindre centimètre carré de cette terre qui nous a été donnée par Dieu. Donc vous vous dites, c'est une bonne base de négociation, quoi. Alors, un mot de ce qui s'est passé avec cet attentat qui a bouleversé les Français. L'imam de la grande mosquée Al-Azhar, devant un parterre de leaders religieux à Rome, a expliqué mardi, alors qu'il lançait un appel à la paix, en tant que grand imam, je déclare que l'islam, son enseignement et son prophète n'ont rien à voir avec cet acte criminel odieux. Et dans le même temps, j'insiste sur le fait qu'insulter les religions et attaquer leurs symboles sacrés au nom de la liberté d'expression est un double standard intellectuel et un appel à la haine. Rien à dire. Oui, bon, effectivement, on peut avoir cette analyse-là quand on est de son point de vue. Bon, nous, on a construit une société laïque, donc est-ce qu'il est en mesure de comprendre ce que ça veut dire? Je ne crois pas. Mais encore une fois, vous avez, moi, ce qui me frappe le plus, si vous voulez, c'est la prise de position du ministre pakistanais des cultes, qui expliquait que publier les caricatures, c'était une diffamation, etc. Ouais. Et donc, implicitement justifié plus tard l'assassinat, mais l'expression publique d'un pays dans lequel vous aviez eu l'affaire Asia Bibi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire Asia Bibi, cette jeune fille condamnée pour diffamation parce qu'elle avait consommé de l'eau réservée aux musulmans. Alors imaginez une minute qu'on fasse des robinets réservés aux non-musulmans en France. C'est une chose inadmissible. Bon, je ne pense pas que le recteur de l'université Al-Azhar puisse comprendre ce genre de choses. Mais effectivement, est-ce que le terroriste qui a décapité ce prof est un héros en Tchétchénie comme le jeune Pakistanais qui a attaqué Charlie Hebdo là au Pakistan? C'est une vraie question. Sur la laïcité, on a ici une tradition en France qui oppose l'ordre de la raison et l'ordre de la foi. Et c'est quelque chose qui paraît incompréhensible au reste de l'humanité, qui ne voit pas pourquoi est-ce que la foi ne serait pas d'ordre rationnel aussi. Il y a eu, et c'est vrai, il y a eu Pascal, il y a eu Newman, il y a eu toute une série de théologiens qui ont travaillé beaucoup là-dessus. Donc on a en France une conception quand même assez particulière de la laïcité, non? Qui répond pas à la question. Je ne pense pas, ça n'empêche pas effectivement des penseurs chrétiens, comme on en a connu, y compris au XXe siècle dans la société française, d'exprimer des points de vue qui sont des sensibilités. La différence essentielle, c'est que ces radicalismes considèrent que c'est l'universalisme des postures qui est contesté, puisque ça veut dire que vos croyants sont supérieurs aux croyants, aux mécréants, aux autres. Bon, donc on n'est pas du tout sur le terrain de l'universalisme et des Lumières. Alors, je suis le mauvais confesseur, celui qui vous pose des questions désagréables, mais est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Parce que est-ce que finalement, c'est vrai qu'il y a des fondamentalistes partout, mais si on prend l'Europe, dont on va parler dans un instant, le fait majeur, c'est la vitesse inouïe à laquelle tout un continent
se déchristianise, comment une religion s'évapore. Il y a en l'espace d'une génération ou 2 générations, ça va à une vitesse qui est absolument extraordinaire, non? Oui, surtout qu'effectivement, quand on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, on s'aperçoit que là-bas s'est construite une démocratie dont la dimension religieuse a toujours été présente. Et ces néo-évangéliques, qu'on ne regarde pas d'assez près, sont des gens dont le sursaut théologique a commencé avec ce qu'on appelle le revival. C'était notamment quand arrivent d'Europe des catholiques romains, c'est-à-dire des Irlandais, des Espagnols, des Portugais. C'est à ce moment-là que vous avez cette crispation qui considère que ces gens-là n'ont pas leur place dans la société protestante américaine. Donc attention, la déchristianisation se passe ici, avec un rythme assez accéléré, mais ça veut bien dire qu'il y a une base commune de laïcité dans l'Europe quand même. 87% d'Américains, selon une étude Gallup de 2017, croient en Dieu. Et à l'évidence, la religion est un des éléments les plus structurants de la société américaine. C'est pas simplement, la question religieuse n'est pas simplement un enjeu électoral, comme on le croit ici, à chaque campagne, tous les 4 ans. Il y a vraiment quelque chose de fondamental sur la question de la liberté scolaire, sur la question de l'avortement, sur la question... Ce sont que des questions qui sont ouvertes, ça. Oui, moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, si vous voulez, c'est comment la religion mène à la violence. Et donc, je considère que de lancer une bombe de 500 kilos sur un village irakien, c'est aussi grave que de faire un attentat terroriste. Bon. Et donc, pour le cas que vous citez, bien sûr que la religion existe aux États-Unis, mais ce qui m'a frappé, c'est l'organisation de ces néo-évangéliques qui vont être un des piliers de l'élection de Trump. Puisque vous avez les néoconservateurs, extrêmement présents en France, et puis vous avez les néo-évangéliques. Et quand Trump se met à constituer un conseil évangélique autour de lui, on retrouve tous ceux qui avaient approuvé la guerre en Irak. Donc, mais ils ont raison, d'une certaine manière, parce que par exemple, sur la Cour suprême, quand on regarde quels sont les éléments déterminants du vote des Américains, en ce mois d'octobre 2020, on a l'économie, la santé, les nominations à la Cour suprême, et puis la lutte contre le coronavirus, la criminalité, et puis je ne sais plus quoi, la politique étrangère vient évidemment très très loin derrière. Donc, ça détermine réellement le vote. Donc ils ont raison de s'y intéresser en fait. Ah ben, oui, bien sûr. Moi aussi, je ne me demande pas mieux qu'ils s'intéressent à mon livre aussi, hein, si vous partez dans cette direction-là. Mais bien entendu, personne ne peut se désintéresser de ce qui se passe dans le champ religieux. Mais ce qui me frappe, si vous voulez, dans ces radicalismes que j'étudie, c'est que ce sont des pratiques religieuses sans hiérarchie. C'est-à-dire que, si vous voulez, chacun peut se proclamer imam autoproclamé, rabbin autoproclamé, etc. Et donc, mais la différence, c'est que les catholiques en France, finalement, la loi de la laïcité, c'était pour protéger l'État de la puissance de l'Église. Alors qu'aux États-Unis, c'est pour protéger les Églises de la toute-puissance de l'État qu'il y a une sorte de séparation, non? Écoutez, dans la loi de 1905 et dans la longue lutte du 19e siècle contre l'Église catholique, il y avait aussi le statut des Juifs, il y avait la règle avec les protestants, etc. N'oublions pas que l'histoire de France, c'est quand même aussi l'aboutissement de la République, c'est l'aboutissement des guerres de religion aussi. Donc la loi de 1905 réglait définitivement la question. Mais on expulsait des congrégations, tandis qu'aujourd'hui, on n'a pas de congrégation salafiste en France. Ce sont de multiples acteurs, si vous voulez, qui vont gérer des mosquées dans lesquelles ils disent n'importe quoi. Pierre certains mots, comme tout le monde connaît la phrase de Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ce ne sera pas. Vous auriez tendance à dire, vous, que la mondialisation sera encombrée de ces fondamentalistes ou elle ne sera pas? Oui, parce que c'est la contestation la plus extrême de la mondialisation, puisque le postulat, c'est que vos valeurs ne sont pas les nôtres. Nous avons des valeurs propres, et ces valeurs propres, ça peut être le judaïsme, le bouddhisme, etc., etc. Et donc, à travers cette idée où justement l'Occident a été oppresseur au 19e siècle, au 20e siècle, l'idée que justement il y ait une espèce de match retour qui va se faire en particulier contre les Occidentaux, mais pas toujours. En Inde, c'est essentiellement un retour des hindouistes contre les musulmans. Donc le match est très ouvert. Pierre Ménard, dans votre livre, pas un mot de la religion. Ah si, pas du tout. Si, où Où au début, et d'ailleurs, dans les tendances actuelles du monde, puisque en fait, ça commence par une analyse de l'Europe dans le monde. Oui, c'est vrai, et, dans l'avant-propos. Je vous dis qu'il y a actuellement 3 tendances, donc je rejoins Pierre Conezap. Il y a 3 tendances idéologiques que sont la liberté, donc il faut définir, le conservatisme et la radicalité. Et sachant que dans le conservatisme, il y a précisément le besoin de revenir à la religion. Et vous disiez tout à l'heure que l'Europe se déchristianise. C'est vrai pour l'Europe occidentale, c'est moins vrai pour l'Europe orientale, où vous avez un exemple de pays catholique, la Pologne, où d'ailleurs le catholicisme a été un facteur d'émancipation
contre le communisme. Il a joué avec le pape Jean-Paul II, mais vous avez aussi les pays orthodoxes qui sont beaucoup plus religieux que les pays d'Europe de l'Ouest. Donc, vous avez été ambassadeur en Pologne et en Roumanie. Oui. En Pologne, ça a été aussi l'Église, la permanence de la Pologne. Il n'y aurait pas d'Église, il n'y aurait plus de Pologne. Tout à fait, mais c'est un pays qui a été rayé de la carte pendant 122 ans, et le seul facteur, finalement, je ne dirais même pas de résistance, mais le seul facteur d'existence, de permanence de la nation, c'est qu'il y a une identification de la nation à l'Église, effectivement. Alors, vous connaissez par cœur la machine européenne, vous avez été directeur Europe au Quai d'Orsay, vous avez aussi été donc en poste dans plusieurs capitales, puis aux Pays-Bas. Vous connaissez donc, pour autant qu'un ambassadeur le connaisse, et ils les connaissent, la réalité du terrain. Et puis vous avez aussi été à Tunis, qui est un bon balcon pour regarder comment fonctionne l'Europe de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, le titre de votre ouvrage a un petit côté doctissimo. On connaissait 10 recettes contre l'eczéma, 10 solutions contre l'insomnie. C'est l'obsession sanitaire qui nous habite tous depuis le début de l'année qui a déteint sur vous? Peut-être. Non, je crois que cette crise, au-delà de l'obsession sanitaire, cette crise a quand même modifié brusquement, de façon inattendue, de façon soudaine, a modifié un certain nombre de fondamentaux du monde et donc de l'Europe. Ouais. Et en fait, on voit en 2019, ça paraît loin, on a élu le nouveau Parlement européen, on s'est lancé dans des querelles après cela entre les groupes du Parlement européen. Puis soudainement, les vrais problèmes sont revenus sur la scène. Quels sont les vrais problèmes? C'est d'abord la dépendance de l'Europe à l'égard de l'extérieur. C'est-à-dire que le virus révèle, la crise a révélé à la fois l'inanité d'un certain nombre de débats, et puis l'impuissance de l'Europe sur un certain nombre de domaines absolument décisifs. En tout cas, les limites des politiques qu'on avait entreprises et dont il devient urgent de les reconsidérer, si on peut. Alors, bien sûr, c'est pas, moi je ne donne pas de recette miracle. Mais déjà, d'ailleurs, on le voit aussi bien sur le plan monétaire, sur le plan budgétaire, sur le plan sanitaire, sur le plan migratoire. On voit bien que les débats ont été relancés. Alors maintenant, je ne sais pas, moi je fais un certain nombre de propositions, je ne sais pas ce que cette relance va donner exactement. Mais attendez, est-ce que vous pensez réellement que c'est des débats qui devaient de toute façon avoir lieu, parce que la question de l'immigration, c'est pas le Covid qui la pose, c'est simplement la poussée démographique du Sud, et puis le fait qu'il y a de plus en plus de difficultés à intégrer des gens qui ont un rapport à l'État et à la religion différent sans doute de celui des populations autochtones. Non, je vais trop vite. Quand on s'amuse à détruire un certain nombre de pays comme l'Irak ou la Libye, si vous voulez, on peut difficilement penser que c'est simplement la poussée démographique. Quand même. Oui, sauf qu'ils viennent de Tchétchénie ou du Pakistan, les deux derniers qui se sont illustrés sur le territoire français, les terroristes. Ils ne viennent pas de Libye ni d'Irak. Mais ça veut dire que le droit d'asile ne peut pas être refusé à des gens venant du Pakistan ou de Tchétchénie. Pourquoi? Parce qu'on va dire, mais c'est un pays dans lequel la guerre, c'est pas... C'est plus compliqué que ça, je pense. Excusez-moi, Pierre. Le premier n'est pas un mineur et le second n'est pas un Tchétchène réellement, au contraire, il a été acclamé par le président Kadyrov. Si vous voulez, il y a plusieurs sujets que vous abordez. Il y a le problème de l'asile qui effectivement se pose. Alors, dans le problème de l'asile, il faut savoir que les organes qui traitent les demandes d'asile, si elles considèrent qu'un demandeur, un requérant est en danger, si jamais il a commis des actes délictueux ou encore plus criminels, il doit être exclu du droit d'asile. Ça, c'est pas, on peut pas limiter en disant parce qu'il est tchétchène, parce qu'il est pakistanais, il a le droit d'asile. C'est beaucoup plus compliqué. Mais dans la réalité, ça dépend. Ça dépend. Franchement, ne soyons pas trop sévères à l'égard de ces instances. Mais le sujet, que j'aborde, et là, par contre, il faut être sévère parce que c'est une faillite, c'est le système européen. Parce que quel est le fondement du système européen? C'est ce qu'on appelle ce qu'on a appelé le système de Dublin. Et il est très simple au fond. Ça consiste à dire il y a un seul pays de l'Union européenne et même d'autres, parce qu'il y a d'autres pays qui font partie du mécanisme de Dublin, un seul pays donne le droit d'asile. C'est-à-dire que si un demandeur fait une requête dans un État, eh bien les autres peuvent et doivent le renvoyer dans cet État. Or, ça ne marche pas. Depuis le début, ça ne marche pas. Et donc, il faut trouver un autre système. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que il y a toujours ce qui revient finalement, c'est le pays de première entrée. Et les pays de première entrée comme l'Italie, vous débarquez à Lampedusa, vous demandez l'asile à l'Italie. Alors justement, ils ne le font pas parce que il y a un peu du shopping, si vous voulez. Après, ils vont en France ou en Allemagne ou en Suède, où c'est plus généreux.
Vous parlez comme Boris Johnson, mais shopping. écoutez, malheureusement, c'est une réalité. C'est pas une critique, c'est une réalité. Mais il faut qu'il y ait des règles simples. Et il peut y avoir des règles simples, qui consiste à dire, on va prendre des critères objectifs qui ne sont pas seulement celui de première entrée. Parce que vous voyez bien que si on renvoie tous les demandeurs en Italie, il va y avoir une explosion en Italie, il va y avoir le phénomène que vous connaissez. Depuis 2015, il y a eu les bras ouverts d'Angela Merkel, ont balayé Angela Merkel, si c'est vous voulez, fini, vous parlez d'un monde qui n'existe plus, non? Non, les demandes d'asile, ça continue. Donc ils existent toujours. Donc il faut s'organiser. Je ne sais pas si on va y arriver. Moi, je propose un certain nombre de critères. Il y a deux choses, si vous voulez. D'abord, quels sont les critères pour qu'un pays soit responsable de l'asile? Et puis, deuxièmement, un problème majeur qui est souvent évoqué, ceux qui sont déboutés du droit d'asile, et d'ailleurs tous les clandestins, comment les raccompagner dans leur pays d'origine? Et là, c'est un problème. Il y a une chose qu'on ne dit pas. Pourquoi les pays refusent? Parce qu'on le dit. Les pays comme la Tunisie, par exemple, et d'autres, refusent. Pourquoi refusent-ils? Il faut le préciser. Parce que la plupart des demandeurs qui utilisent des filières de migration illégale, en fait, on leur dit, les trafiquants leur disent, il faut que vous effaciez vos empreintes et que vous déchiriez vos documents d'identité. Donc ils arrivent avec des faux documents d'identité. Et quand on dit, moi j'étais, vous l'avez dit, en Tunisie, où on demandait aux Tunisiens de réaccueillir un certain nombre de leurs ressortissants, et là, ils nous disaient, mais nous, on ne le connaît pas, ce monsieur, il n'est pas tunisien, on n'a pas... Il faut trouver, donc il faut qu'il y ait... Une parfaite, bien sûr, parfaite mauvaise foi. Bien sûr, mais je suis d'accord. Diplomate et avoir été lucide quand même. Je suis totalement lucide, mais je veux dire, ils ont un argument formel, évidemment, totalement illusoire et totalement mauvaise foi. Mais, pardon, si vous permettez, je crois que autant la France ou l'Allemagne, si n'a pas tous les instruments pour discuter avec ces pays, autant l'Union européenne, vous savez, accorde une aide considérable à ces pays, notamment tous ceux du bassin méditerranéen. Il y a le problème de la Turquie. Qui est-ce qui n'est pas d'accord en Europe pour avoir parlé un langage de fermeté à ces pays d'où proviennent un certain nombre de migrants clandestins? Je crois que c'est pas une question d'être d'accord ou pas, c'est qu'il faut avoir une vraie politique. Une vraie politique, c'est deux choses. C'est d'abord, effectivement, un traitement commun des demandes d'asile et d'immigration, et deuxièmement, une politique où l'ensemble des institutions européennes soient extrêmement fermes avec les pays sources. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il y a une dilution actuellement des institutions, il y a trop de responsables. Ok. Est-ce que vous n'êtes pas... Et l'idée quand même sous-jacente qu'il faut cet apport démographique, cet apport de main-d'œuvre pour compenser la faiblesse démographique, de l'essor démographique en Europe. Alors, non, il y a cette idée, non? On ne veut pas, parce que finalement... C'est pas si mal que ça. Alors moi, je crois qu'il faut séparer les problèmes. On ne peut pas tout traiter en même temps. Donc il faut, vous dites l'immigration professionnelle, ça c'est quelque chose, si vous voulez, je pense qu'on peut arriver, chaque État doit pouvoir dire à peu près, chaque année, de combien il a besoin d'immigrer. Après, bon, je ne dis pas qu'il faut faire des quotas, ça ne marchera pas, mais l'immigration professionnelle peut être traitée à condition, et là vous avez raison, condition que tout le monde joue le jeu. Que tout le monde joue le jeu, les États, mais aussi les entreprises, les entrepreneurs, parce qu'il faut que chacun mette sa contribution. Donc, vous parlez de l'Europe post-covidienne parce que vous dites que c'est un défi quasi mortel, finalement, un moment de vérité qu'affronte l'Union, mais on dit ça pratiquement à chaque Conseil européen. Je sais. Vous avez vraiment l'impression que la crise est plus grave parce que l'incurie, du moins l'incurie, la santé ne fait pas partie du domaine d'action quand même de la Commission européenne. Ce n'est pas un domaine qui a été... où il y a eu un transfert de souveraineté, c'est chaque État qui était responsable de son système de santé. Mais il y a quand même eu un véritable questionnement sur l'Europe qui était incapable de défendre les... C'est un questionnement en cascade, je dirais. Le premier questionnement, c'est la dépendance et la faiblesse de cette Europe vis-à-vis de l'extérieur. Et puis ensuite, il y a tous les sujets, à savoir le Brexit, évidemment, parce que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, un affaiblissement de l'Europe. Et moi, je pense aussi un problème pour le Royaume-Uni, mais c'est son affaire. Mais c'est un affaiblissement. Parce que comment voulez-vous parler un jour, je ne dis pas aujourd'hui, mais un jour de politique étrangère sans le Royaume-Uni? Et puis, vous avez la question qui est soulevée souvent de la souveraineté européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça peut marcher? Et puis, évidemment, elle est mise à mal dans cette affaire. Et donc, il est normal qu'il y ait une réflexion. Je ne sais pas, mais je suis d'accord avec vous, je ne sais pas si elle va aller à son bout, la réflexion. Le Covid, le Brexit, d'un mot, parce qu'il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous avez l'impression que Boris Johnson, est un génie, finalement,
qui va réussir un pari et son Tamise, son Singapour, son Tamise? Ou est-ce que c'est un irresponsable qui court au suicide? Ça a été un génie, on peut dire, ça a été un grand talent politique, certainement. Ouais. Il a manifesté l'an dernier des qualités de vision, mais d'une vision, je dirais, surtout dans la gestion de la crise politique que connaissait le Royaume-Uni, qui était forte. Et il connaît bien l'Europe aussi. Et il connaît bien l'Europe. Cela dit, aujourd'hui, moi, Singapour sur Tamise, je n'y crois pas, parce qu'il faudrait vraiment que les coûts de main-d'œuvre et les coûts du travail soient beaucoup plus faibles. Or, aujourd'hui, vous savez, il a aussi promis des hausses de salaire. Donc, non, je n'y crois pas. Mais cela dit, pour l'instant, on ne sait pas où vont aller ces négociations. Elles ne sont pas finies. Normalement prévu dans quelques jours. La semaine prochaine. Hein. Oui, mais vous savez, en Europe, on joue les prolongations souvent. Hein, c'est les arrêts de but. Des questions sur l'Europe post-covidienne, c'est publié chez L'Harmattan et les éditions Pépère. Et puis, Pierre connaît ça, Le monde comme il va de Robert Laffont. J'en profite, j'ai encore une seconde pour vous présenter d'autres ouvrages. Alors, un ouvrage pour Pierre connaît ça, le pape François et un dialogue entre deux papes. Qui eût imaginé ça? Un dialogue entre deux papes vivants. C'est pour vous. La France-Amérique, un divorce raté. Ça, c'est un bouquin formidable écrit par un collectif anonyme, mais c'est intelligent comme tout. Ça, c'est Hubert Védrine, qui l'a sûrement écrit lui-même, et après le Covid. Et Géopolitique du Covid-19, ce que nous révèle la crise du coronavirus, qui est publié par Pascal Boniface, le patron de l'IRIS. C'est pour vous, Pierre Ménard. Merci. Je termine avec un ouvrage d'ailleurs. spécial, dédicace à Pierre Conessac, qui a beaucoup écrit et s'est beaucoup intéressé aux pétromonarchies, aux Émirats, au Golfe et à la diffusion de l'islamisme. C'est un petit livre sur le Qatar, l'histoire d'un succès qui dérange. Ça, c'est un livre qui ne dérange pas l'ambassade du Qatar à Paris, mais qui plaira, qui intéressera sûrement Pierre Conessac. Merci à tous, ainsi va le monde. Et Télésud continue.